Salut, bienvenue sous le soleil couchant de Bugarache. Et donc c'est le printemps, l'équinoxe a été costaud, ça envoie fort, ça tombe de rue, il y a du vent, il y a du soleil, hier matin il y avait un peu de neige sur la montagne. Donc ça souffle, ça pousse, il y a une crise sanitaire, financière, enfin elle est totale. Hein. La crise elle est aussi émotionnelle, nerveuse et morale. C'est-à-dire que tout ce que l'on ne veut pas voir ou que l'on n'aime pas voir d'habitude se présente et se manifeste et te harcèle avec une intensité inédite et puis sans cesse croissante. Hein. Parce que là aussi, pour le coup, en termes d'échéance, plus t'attends, plus ça fait mal quand ça tombe. Parce que ça finit par tomber. C'est pour ça que j'aime bien ce qu'a dit le chef Sioux ou Apache, je sais plus, en disant que là maintenant, nous étions face à un trou noir. Et que nous avions le choix entre se laisser absorber, détruire et dissous par le trou noir, ou alors passer à travers et puis ressortir et rejaillir par le trou blanc, la fontaine blanche. Et puis accéder à une toute autre modalité d'être et d'existence, parce que c'est quand même un peu ça l'enjeu. C'est quand même un peu ça le programme, hein. Dixit le soleil là, et le père soleil, la lumière qui nous envoie les gars, on est dans la gamme de fréquences gamma et au-delà. Il faut autant dire que ça défonce et ça détruit, ça volatilise instantanément je ne sais quelle barrière électromagnétique et de réseaux 5G à la con qui sont prévus pour fonctionner sur des gammes de fréquences qui est censé faire réagir dans le corps les nanotech de merde, les nanoparticules métalliques d'aluminium et ainsi de suite, qui nous ont foutu dedans à coups de vaccins, à coups de malbouffe, à coups de chemtrail, toute cette merde qu'ils appellent poussière intelligente. Vive les transhumanismes, elle est censée réagir à la gamme de fréquences de la 5G. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils veulent s'amuser, outre détruire le système nerveux central de l'intérieur, hein, faire détruire un organe à distance, ou modifier le comportement, faire péter les plombs aux gens, ou tout simplement les abrutir et les zombifier encore un peu plus. Bon, c'est un peu ça le projet. Le problème, c'est que à partir du moment où t'as un seul rayon du soleil qui est tombé là-dessus, sur cette matrice à la con, ou ce smog électromagnétique, il est volatilisé, il n'existe plus, il est dissous, si tu veux. Et là, je suis pas en train de te dire que toutes les antennes relais vont prendre feu au même moment à la surface de la Terre. Non, mais ça veut dire que leur influence sur toi et ton corps, elle est neutralisée, elle n'existe plus. C'est une question de rapport, en fait. Hein. S'il est question de rapport de force à un moment, comme certains crétins voudraient essayer de le faire croire au peuple, ce n'est qu'une question de rapport, encore une fois. Ce qui est important dans le rapport de force, c'est pas la force, c'est le rapport. Et puis quel rapport tu as, toi, à la force et puis à la tienne. Et puis du coup, pour réaliser que y a effectivement pas de nocivité ou pas de toxicité qui tiennent face à ta force, face à ton corps, face à la force. C'est-à-dire celle du ciel, celle de Dieu, celle de Notre-Dame. Qui sont là pour nous, plus que jamais. Et puis c'est pas parti pour s'arrêter. Hein. A priori, j'ai eu la chance d'avoir passé une lettre de Madame Annick de Souzenel en réponse à une de ses anciennes élèves de l'école biblique d'Angers, pour lui dire ce petit coronavirus là, c'est une couronne d'épines en fait. Corona, couronne, je peux revenir sur Sahasrara, chakra coronal là-haut. C'est un peu ça la symbolique. Ils essayent de corrompre et de dévier quelque chose qui est sain, noble et pur, qui nous est envoyé par le ciel, qui nous est envoyé par Dieu, et qui consiste à nous sacrer, souverains de nous-mêmes et de notre planète, qui nous aime, qui nous attend,
qu'il y en a juste un peu marre qu'on lui crache à la gueule. Ce que je viens de dire là, c'est rigoureusement le message et le sens des apparitions mariales de La Salette, de Lourdes, et puis bon, bah, ça suffit depuis, quoi. Arrêtez de faire les cons, il y a des priorités dans la vie. Et donc il est temps, effectivement, l'idée c'est de vraiment déterminer ses priorités, de les serrer, et puis de s'y consacrer un peu. Mais avec mesure, encore une fois, pas en passant de 0 à 100, mais de manière graduée. Enfin, je dis ça, je me parle à moi. Bref, mais c'est un peu ça l'idée. Donc la question de la guerre ou de la paix, évidemment, rejoint celle sous-jacente, au niveau social, politique, économique, du règne des droits humains. L'état juridique, la constitution civile juridique fondée sur la reconnaissance de la dignité humaine, ou si on est en régime, de loi de la jungle, et de prédation pure, animale, et de droit du plus fort, qui est en général du plus con, hein, parce que le fort, il est quand même supposé protéger le faible, au lieu de l'exploiter, de se foutre de sa gueule, et de l'exploiter de toutes les manières les plus sordides possibles, comme l'a fait le capitalisme jusqu'alors. Donc, illustration, d'accord ? Ça aussi, c'est une question d'apocalypse, les gars. Sommes-nous d'abord humains ou animaux ? Parce que ça, c'est une clé, hein, le passage et la reconnaissance en soi, et la distinction et l'intégration de ce qui est animal et de ce qui est humain. Sachant qu'il n'y a pas d'humanité possible sans une animalité reconnue, admise, intégrée et transcendée, donc, hein. Et puis l'animal en nous, c'est tout ce qu'utilise, effectivement, ce sont les ressources émotionnelles utilisées, manipulées, exploitées par le marché, le système, la politique et toutes les religions, c'est-à-dire avant tout les émotions de peur et de colère, ainsi que les émotions primales instinctives de sécurité, de besoins affectifs, de tout ce qui nous remplit, que ce soit la bouffe ou l'affection et le sentiment. Donc c'est tout ça qui est animal. C'est tout ça qui est à intégrer, rationaliser et maîtriser pour accéder à un stade d'humanité réelle, accomplie, effective. Et qui permettra pour le coup d'en finir avec les systèmes stupides, totalitaires, dictatoriaux, qui sont en train de s'écrouler à l'heure actuelle, tiens. Donc l'idéologie des droits de l'homme. Je vais pas parler des droits humains, qui inclut évidemment la femme et l'enfant, et l'animal aussi. Je vais parler des droits de l'homme, puisque c'est l'expression jusqu'alors consacrée. L'idéologie des droits de l'homme donc fut la meilleure image donc, de l'idéal moderne de l'humanisme intégral. L'utopie moderne au meilleur sens du terme, c'est-à-dire un humanisme accompli et sacralisé. Non pas seulement bêtement matériel et profane, mais verticalisé et puis branché par le centre, quoi, tiens. Donc, réalisant l'ensemble du potentiel humain. Ainsi considéré, l'idéal des droits de l'homme est l'aboutissement de toute la pensée chrétienne et gnostique, d'abord, laïque et humaniste ensuite, qui eut toujours pour but l'amélioration de l'homme et de ses conditions de vie en société. Ou en communauté, hein. Puisque la société, a priori, c'est en train de disparaître, ça aussi. L'idéologie des droits de l'homme relève donc de l'utopie, elle représente même l'utopie moderne par excellence, en tant que forme achevée de spiritualité laïque. La spiritualité laïque, elle est déjà en germe, dans l'évangile aussi, chez le gnostique, mais aussi dans l'idéal des droits humains. Il n'avait donc aucune chance d'être accompli dans les conditions même de notre époque, la fin de l'âge de fer, du Kali Yuga. Comme tel, l'idéologie des droits de l'homme ne put pas être autre chose que l'instrument de domination de la caste impérialo-bancaire qui a pris les rênes de l'Occident à travers la Révolution française de 89 et la Révolution industrielle qui est suivie. Autrement dit, dans les conditions même de notre époque, les droits de l'homme, en tant qu'utopie et en tant qu'idéal relevant de l'humanisme intégral, ne pouvaient pas ne pas être pervertis et dévoyés, c'est-à-dire récupérés et utilisés par les élites et contre les peuples, à l'encontre même de leur objectif initial. Et ce n'est qu'à la souffrance et à la violence qu'ils auront servi au profit des dirigeants de ce monde. Dès lors qu'elle ignore ces considérations tactiques pourtant élémentaires, la critique des droits de l'homme tombe à plat. La critique des droits de l'homme, c'est les gens genre Alain de Benoît, Régis Debray, Marcel Gauchet, qui critiquent à juste raison la stupidité totalitaire anglo-saxonne libérale de merde, qui l'accuse de trahir les droits de l'homme simplement pour imposer leurs conneries. Et au nom des droits de l'homme. Ils l'ont jamais fait au nom des droits de l'homme, ils le font au nom de leurs conneries triomphantes. C'est tout. Mais en attaquant l'idéalisme des droits de l'homme, cette critique donc ne fait que renforcer le cynisme triomphant des crétins du droit positif,
C'est-à-dire le droit libéral anglo-saxon, ce réalisme, disait Bernanos, qui n'est que le bon sens des salauds, et en critiquant l'instrumentalisation des droits de l'homme par la machine de guerre archontique mondialiste, elle tombe dans le piège que celle-ci nous tend. Au lieu de reconnaître que l'idéal des droits de l'homme n'en est quand même pas moins un but à atteindre, elle n'y voit que le vil moyen de la finance mondialiste pour dominer les peuples. Comme si telle avait été l'intention de John Locke, de Rousseau, de Saint-Just ou de Robespierre. Soyons sérieux 2 secondes, c'est encore une fois jeter le bébé avec l'eau du bain, les droits de l'homme ont beau être utopiques et instrumentalisés par le système pour tenir les peuples en laisse et en haleine, ils ne représentent pas moins un but qui mérite d'être poursuivi. Comme disait Eduardo Galeano, l'utopie est à l'horizon, je fais 2 pas en avant, elle s'éloigne de 2 pas, j'avance de 10 pas et l'horizon s'enfuit 10 pas plus loin, j'aurai beau avancer, je ne l'atteindrai jamais. À quoi sert l'utopie? Elle sert à cela, à avancer. Et ce n'est pas parce que l'idée a été trahie et bafouée qu'il faut cesser de se battre pour elle, au contraire même. Cet idéal, s'il n'est pas réalisable en période involutive comme la nôtre, n'en constitue pas moins un repère, un axe auquel ordonner la recherche et la mise en œuvre d'une autre modalité de ce monde lorsque l'actuelle période d'involution aura pris fin et que nous serons de nouveau en période d'évolution. Et qu'importe l'échéance, que ce soit dans 2 secondes, dans 2 heures ou dans 2 ans, d'accord? Sambati, quoi. Cela revient à mettre au jour les conditions nécessaires à l'existence réelle et non plus virtuelle des droits humains, à dégager les modes opératoires par lesquels chaque individu est amené à s'éveiller à sa vraie nature et à se réaliser comme autonome et souverain, libre et responsable, égal et solidaire, acteur et créateur de sa vie. Oui, mais délicieux co-créateur. C'est vrai, ça marche. Ça marche pas comme ça, hein, mais au fond ça marche. On va y revenir. En harmonie et en synergie avec les autres. C'est donc bien une question de philosophie au sens fort, c'est-à-dire de spiritualité. Les fondateurs du droit naturel, alors le droit naturel, c'est cette tradition chrétienne, gnostique, sociale, humaine, donc philosophique et juridique, qui a donné la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et face au droit naturel, après t'as eu le droit positif des marchands d'esclaves, et des gros porcs et des gros cons à la Voltaire, Attali et ainsi de suite, pour dire non, le droit positif c'est le droit du plus fort, donc les pauvres ils crèvent et puis nous on fait ce qu'on veut. Donc ça c'est terminé. Voilà, donc les fondateurs du droit naturel étaient bien conscients, puisqu'ils se situaient, eux, à la croisée du religieux et du civil, à la frontière entre spirituel et temporel. À commencer donc par Gratien, ce moine bénédictin et juriste italien du XIIe siècle, sous la plume duquel se trouve la première occurrence de l'expression droit naturel, ius naturale. À l'époque, rappelle l'historienne Florence Gauthier, l'Europe est secouée par l'immense révolte paysanne contre la féodalité asservissante qui débuta au XIe siècle et s'étendit sur une longue période en réclamant contre le servage le droit de liberté individuelle accompagné de franchises et autres droits des communautés villageoises. Alors c'est intéressant pour le coup parce que la revendication au Moyen-Âge de liberté, d'autonomie, de souveraineté, elle s'applique avant tout à la commune. Il y a quelques mois, j'ai assisté à la cérémonie des vœux du maire d'une commune voisine de la mienne, qui était Colliès de Fenouillel, lors de laquelle il a dit, en faisant un peu le bilan de l'année 2019, et donc en s'attardant pas mal sur le phénomène des gilets jaunes, que à l'issue de toutes les discussions qu'il y avait eu sur la commune, entre la municipalité, les habitants, ainsi de suite, sur le sujet, c'était que quand même, le constat, c'est que le pouvoir, les capacités de prise de décision des communes, l'existence politique même des communes, est sans arrêt, sans cesse menacée, combattue, rognée, vampirisée, parasitée et galvaudée par l'État et ses jacobins à la con, à travers pour le coup les communautés de communes, ces voilà, qui ne servent qu'à encore empiéter et empêcher toute existence politique autonomique et autonome locale, donc au niveau de la commune. Donc ça aussi c'est un enjeu. Donc cette école du droit naturel, grande absente du débat sur les droits de l'homme, alors qu'elle en fut à l'origine, avait déjà les moyens de dépasser les apories, les contradictions, auxquelles ne peuvent qu'aboutir les cyniques réalistes. Il est frappant que le droit naturel, omniprésent au siècle des Lumières, au XVIIIe, avant et pendant la Révolution française, ait subitement disparu des livres et des manuels d'histoire consacrés à cette période cruciale. Une carence signalée par Florence Gauthier, comment en est-on venu à ignorer, oublier, mépriser le fait que la Révolution en France de 89 à 95 fut une révolution des droits naturels de l'homme et du citoyen.
A posteriori, c'est une véritable et vaste opération de censure et d'ostracisme qu'il a fallu mener chez les éditeurs et les universitaires pour en arriver à un tel oubli et une telle censure. Pourquoi l'histoire de la Révolution s'est-elle au XXe siècle séparée de la philosophie de la Révolution? Réponse, parce que cette philosophie est celle du droit naturel, fondement juridique des droits de l'homme, et que ce droit naturel est la réponse philosophique, juridique, politique, a donné au droit positif le courant libéral anglo-saxon, qui lui a fait en sorte de vider ces droits de leur sens en les rendant factices et inopérants par leur formulation même. Petite ruse du diable et coup en douce typique de la fourberie bancaire, libérale, bourgeoise habituelle. La manipulation décisive à cet égard fut un simple glissement sémantique. Le passage de la formulation des droits naturels de l'homme dans la Constitution de 93 à celle des droits de l'homme en société dans la Constitution de 95, en société, c'est-à-dire sous le joug des propriétaires et des banquiers, donc qui dirigent cette société. Au point de vue naturel, les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, vont de soi. En société, ce n'est plus le cas. On se demande pourquoi. Toute l'histoire de la Révolution française, en réalité, peut se résumer à cette lutte acharnée que les tenants du droit positif, les girondins, c'est-à-dire les milieux d'affaires, bourgeois, banquiers, colonialistes et impérialistes, tous plus ou moins à la solde de l'Angleterre, ont livré aux tenants du droit naturel, les montagnards et les jacobins de l'époque, Robespierre, Saint-Just, Babeuf, rétifs à l'impérialisme et à l'esclavagisme revendiqués par les libéraux. Une lutte sordide dans laquelle le peuple parisien fut pris en otage, trahi et acculé à la famine, grâce à la spéculation sur le prix des blés et des farines pendant l'hiver 94-95. Trahi par les libéraux au nom bien évidemment de leur liberté à conquérir le monde et à exploiter l'humanité jusqu'à ce que tout soit détruit et puis qu'ils puissent changer de planète, comme certains de ces crétins continuent d'essayer de se l'imaginer. Sans déconner. Depuis, rien n'a changé, c'est la même équipe, donc il y a Vic, la même mafia bancaire, esclavagiste et totalitaire qui dirige les appareils économiques, politiques et médiatiques d'Occident, une équipe à laquelle il est temps de couper les vivres. Donc ça, c'est le soleil qui s'en charge, mais enfin avec toi, moi et puis tout le monde. Parce que couper les vivres à cette bande de parasites, ça consiste évidemment à récupérer, nous, notre souveraineté, à reprendre, nous, la maîtrise de ce que nous voulons, de ce que nous ne voulons plus, et de la manière dont nous voulons organiser notre monde, notre existence, mais à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Exemple, la guerre et la paix. Le monde peut-il exister sans conflit? Comme toutes les dualités auxquelles s'est affrontée la pensée occidentale, celle de la guerre et de la paix a opposé deux camps irréductibles, les cyniques réalistes et les utopiques idéalistes. Prenons l'exemple d'un penseur cynique réaliste remarquable, Alain de Benoît, et de sa réflexion sur « Peut-on ne pas avoir d'ennemis ?» pour voir comment ce dilemme se résout et se dépasse enfin à l'heure où l'Occident, en pleine apocalypse, entame sa transmutation et s'apprête à entrer dans une modalité supérieure de conscience et d'être. Occasion aussi de réaliser que la nature humaine, en dépit de sa part agressive, n'est pas belliqueuse pour autant, c'est la société qui est belliqueuse. La guerre et la violence sont bien plutôt culturelles que naturelles, sociales et non animales. Ils n'ont donc rien d'une fatalité. L'humanité a en effet pour principe de s'améliorer au lieu de reproduire indéfiniment le même schéma, surtout quand ce schéma s'est avéré sclérosant et mortifère. Et c'est d'ailleurs tout le sens de la crise terminale que nous vivions aujourd'hui en Occident. À propos d'une autre tripartition, vous connaissez la triade corps, âme, esprit, j'en ai déjà parlé. Elle se décline aussi dans la triade du potentiel, du virtuel et de l'actuel. Ça aussi, ce sont deux domaines qui sont assez largement confondus, en particulier quand on s'intéresse à la physique quantique et qu'on écoute, bref, beaucoup de conneries qui se racontent là-dessus, mais pas simplement parce que est négligé le simple fait que le cosmos, la nature, l'univers sont organisés également comme notre être, selon cette tripartition. Et qu'au niveau de l'esprit, effectivement, le spirituel correspond le potentiel, ce qui est possible. La possibilité universelle, comme disait Guénon, tout ce qui est possible. Voilà. L'infini des possibles. Deuxième niveau, au niveau de l'âme, de la psyché, c'est le virtuel. Donc là, tout ce qui va être effectivement les pensées, les sentiments, la parole, les rêves, les souvenirs, les images mentales, l'imagination.
Tout ça, c'est virtuel, ce n'est pas encore réel. Et au niveau du corps, effectivement, du coup, physique, là, c'est actuel. C'est-à-dire que ça existe pour de vrai, pour de bon, tu vois. Et ces trois niveaux interfèrent en permanence, pour le coup. C'est là où la physique quantique peut être intéressante à prendre en compte, mais pas en faisant comme, par exemple, c'est Philippe Guillemot qui disait il y a pas longtemps que tout ce qui n'est pas manifesté, c'est quantique. Ou le quantique, c'est tout ce qui est non manifesté. Et c'est même pas le cas, je veux dire, les photons qui constituent la lumière visible, tout le manifesté, ils ont eux-mêmes un fonctionnement quantique. Ils peuvent être intriqués. C'est la dualité onde-particule qui a été illustrée pour le coup en utilisant des photons. Donc même le visible et le manifesté, il agit aussi de manière quantique, mais de manière sous-jacente et de manière transversale, si tu veux, pas de manière verticale et transcendante. Certainement pas. Ça, c'est l'esprit qui fonctionne comme ça. Voilà. Donc on peut simplement en déduire que, puisque tout ce que je vois, et puis que même tout ce que je respire, et tout ce qui me compose, qui est au cœur et à l'origine du fonctionnement de mes atomes, du noyau de mes atomes, et puis du fonctionnement des électrons dans mon atome, parce que je vous rappelle que c'est en échangeant des photons entre eux que les électrons changent d'orbite sur un noyau qui fait que changent d'orbite dans l'atome, qui fait que l'atome change de position, de vitesse de rotation, d'énergie cinétique, comme ils disent, et puis que ses propriétés changent, et puis que les propriétés de l'organe, par vase concentrique et par répercussion, elles changent aussi. L'organe et puis l'être qui est autour, ou dans lequel t'as cet atome, dans lequel il y a un putain de photon qui est passé, ce qui fait que l'électron a changé d'orbite. D'accord ? Mais ça, c'est vrai, c'est juste comme ça que ça marche. Et ça, à cette échelle-là, c'est putain de quantique, mais c'est une échelle, si tu veux, t'as beau le savoir, ça change rien. Tu peux claquer des doigts en disant, vas-y génie, je sais pas, amène-moi ça, là. Bah non, parce qu'il y a des strates et des limites entre le noyau de mon atome dans mon corps là, qui est quantique, et puis là, mon niveau à moi. Donc le quantique, c'est gentil, c'est rigolo, c'est intéressant, mais ça s'arrête là. Ça n'a rien d'une clé en soi. La clé, ça reste toujours ce qui transcende les niveaux et non pas qui les éparpille et qui en accroît l'ampleur et la multiplicité de manière indéfinie. Ça ne reste que de l'ordre de l'éparpillement, et puis ça reste quand même assez latéral, assez horizontal, on va dire. Le mode quantique de fonctionnement de la nature, de la physique et de la vie, moi, il me paraît assez horizontal, transversal et latéral, mais certainement pas vertical, ni encore moins transcendant, du coup. Donc tout ce qui relève effectivement, ça j'aurai l'occasion d'en reparler aussi je pense, parce que c'est quand même un gros sujet, mais tout ce qui relève du mysticisme quantique ou de la pseudo-spiritualité New Age à base de la physique quantique valide et confirme les Vedanta, non, elle confirme, elle valide rien du tout, elle confirme juste que plus tu descends dans la matière, dans le quantitatif et dans le numérique, plus c'est infime, et puis plus c'est étendu, répandu, définition par principe c'est indéfini. C'est-à-dire que c'est une fin qu'on ne verra jamais, qui échappera toujours à nos capacités, nos compétences de calcul, fût-elle à base d'ordinateur quantique, on s'en branle de ça. Cependant, il y a une limite, puisque ça reste matériel et manifesté. Donc, tout ce qui est manifesté, par définition, il est limité. Donc même le niveau quantique, l'échelle de Planck, ils sont arrêtés d'aller plus loin, ils sont arrêtés à des chiffres qui sont assez intéressants aussi au niveau symbolique, ça j'y reviendrai aussi, mais ça reste aléatoire, et c'est une décision arbitraire que de dire, là on peut pas aller plus loin. T'as pas les moyens du con, c'est juste que ça veut pas dire que ça peut pas aller plus loin, en l'occurrence ça va plus loin, mais ce n'est pas infini pour autant, il y a une fin. L'infini pour le coup, ça échappe aux mots, ça échappe à ma pensée, la tienne, la nôtre, voilà, ça c'est le transcendant pour le coup, pur. Le reste ça peut se mesurer, se quantifier, se numériser, tant que tu veux, ok d'accord, mais ce n'est pas transcendant, ce n'est que du quantitatif. Ce n'est pas qualitatif. Et il est bien évident que tout ce qui est qualitatif est essentiellement et intrinsèquement supérieur à tout ce qui est quantitatif. Et dire que le qualitatif est supérieur au quantitatif, ça n'a rien d'une supériorité morale, ça n'a rien, c'est technique et neutre, c'est supérieur dans le sens que ça explique davantage le monde des choses. Ça a une capacité de sens, d'explication et de compréhension qui est supérieure, qui est plus forte. Les chiffres, les nombres, les signes, c'est bien de voir que tu as une barre comme ça, un cercle là, ou un demi-cercle là et un point là.
Super, ça c'est quantitatif, on s'en branle, ça sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il y a une forme comme ça ici et une autre là comme ça, et s'il y a des jeux de symétrie, ou s'il y a un rapport entre l'esthétique et la composition graphique, et ainsi de suite. Là, on commence à entrer dans du qualitatif, et en termes de capacité de sens et de compréhension, d'éclairage et d'élévation de nos capacités, ce sera toujours supérieur à voir que ça c'est un trait, ça c'est un point. La qualité, elle est là, dans le sens. Voilà, et pour approfondir, compléter et prolonger ce qui précède, sur la physique quantique, je propose de considérer, d'envisager le point de vue qu'ont eu René Guénon et Raymond Abellio, donc les deux maîtres de l'ésotérisme occidental au XXe siècle, Guénon pour la première moitié, Abellio pour la seconde moitié, et le point de vue qu'ils ont eu, eux, par rapport à la science en général, à la physique quantique en particulier. Puisque René Guénon, donc d'abord, lui a été contemporain de la physique quantique, puisqu'il avait 41 ans quand Werner Heisenberg a présenté le principe d'incertitude en 1927. Il avait 49 ans quand Einstein s'est énervé à propos du chat de Schrödinger en publiant le paradoxe EPR en 1935. Et cependant, Guénon a ignoré mordicus la physique quantique en restant campé sur la physique grecque, l'antique physique grecque, et son principe suranné d'insécabilité de l'atome. Donc posture guénonienne typique, dite traditionnelle, mais un peu plutôt traditionnaliste, c'est-à-dire rigide, figée, dogmatique et stérile, puisque la science moderne venait de faire voler en éclats ce principe d'insécabilité physique en faisant péter l'atome. Donc bien que ce principe d'insécabilité fût et resta une vérité à d'autres points de vue, il cessait d'être vrai en point de vue physique. De là à dire que l'on abordait du coup le domaine métaphysique, c'eût été pour Guénon au mieux un abus de langage et au pire une perversion anti-traditionnelle et contre-initiatique. Ainsi a-t-il préféré ignorer que la physique quantique venait de pulvériser le socle d'une de ces sacro-saintes sciences traditionnelles en faisant péter l'atome. Donc en l'occurrence, c'était vrai, les niveaux d'énergie et de réalité quantitative abstraite atteints par la science moderne et les forces décrites en physique quantique relèvent, par analogie inverse, non seulement du domaine psychique, donc du domaine astral, mental, virtuel, subtil, mais aussi du domaine métaphysique, c'est-à-dire spirituel ou informel. Donc l'atome n'est pas insécable. Il recèle en revanche un vide qui est plénitude, ce vacuum qui est un plénum, de même que, contre toute attente et en dépit de toute apparence, le domaine physique donc relève du domaine métaphysique. Voici donc l'acquis essentiel de la physique quantique. L'Occident, ce monde moderne que Guénon a tant détesté, au lieu de corrompre et de profaner la tradition, comme il l'a fait par ailleurs autant qu'il l'a pu, mais sur ce coup, au contraire, il l'a accompli en révélant son message caché au fin fond des ténèbres de la matière, à savoir que derrière la multiplicité se trouve l'unité, et au fond du fond est un vide terminal qui est un plein initial. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. C'est la même chose. Accomplir cette inversion analogique, cela revient à appliquer donc la théorie des degrés de l'être à Abellio, qui n'est autre que la doctrine des états multiples de l'être chez Guénon, des degrés ou des états indéfiniment variés entre le niveau physique et le niveau spirituel. Et quant à cette idée d'insécabilité, c'est-à-dire qu'on a simplement voulu reconnaître une qualité métaphysique, donc l'unité et l'indivisibilité absolue, à un état ou un degré d'être où elle ne pouvait pas exister, ou que de manière relative circonstancielle, dans le monde physique matériel. Par exemple, pour le coup, une bille d'agate est insécable, mais si je la mets au four assez longtemps, elle va fondre et elle sera plus insécable. Autre exemple, le diamant, qui est le minéral le plus dur du monde, il finit par se briser à force de chocs répétés. Donc sa dureté a valeur symbolique. Et ça on le vérifie au fait que le diamant est de structure moléculaire cubique. Donc le cube, c'est la base, la stabilité, la fondation de la matière. Et un cube qui a des côtés de 3,6 angstroms. Donc 3 à 6. La matière. Le domaine de la plus forte densité s'avère celui de la plus totale vacuité. Mais cette vacuité, donc, qui se transmute aussitôt en plénitude, épiphénie ou révélation, qui nous fait en effet passer de la physique à la métaphysique. Dans la fin de l'ésotérisme en 73, Abellio rappelait que les Tibétains énumèrent 18 sortes de vide, et notamment le vide du vide, ce qui en bonne dialectique ne peut que signifier l'intensification du vide jusqu'à sa négation, qui est le plein, mais un plein doué de transparence totale. L'événement est considérable. Nous sommes d'accord.
La vérité traditionnelle ainsi révélée, à son corps défendant et malgré elle, et à rebours par la science moderne, c'est-à-dire l'unité essentielle entre le physique, le psychique et le métaphysique, au-delà de toute solution de continuité quantitative, est une hypothèse qui, comme telle, peut et doit se vérifier par chacun, puisqu'elle fout par terre, qu'elle ramasse, qu'elle synthétise et qu'elle permet de transcender 20 siècles de science et de philosophie occidentale. Donc ça, Guénon ne l'a pas fait, hein, c'était pas le temps ni l'urgence pour lui, puis il n'en avait pas besoin. Mais en revanche, Abellio l'a fait, lui. Alors il l'a fait comment? Par un process tripartite, qui est un mode opératoire, en allant de l'observation, qui est en rapport linéaire, à la participation, qui elle est en proportion et en volume, vers donc la compréhension, qui elle est en intensification. Donc Abellio en a tiré les implications, à commencer par ce constat crucial, fondamental de l'interdépendance universelle, ainsi mis en évidence par la physique quantique. Et le mot même d'universel désigne une qualité qui relève en effet de la métaphysique. Fritjof Capra, dans le Tao de la physique en 1975, avait noté que la théorie des quanta implique une interdépendance fondamentale de tous les faits de la nature et de tous les êtres, une interdépendance essentielle et universelle. Essentielle puisque nous sommes faits de la même essence, lumière, photons, silice, tout ce que tu veux, et puis universelle parce que ça concerne tous les corps constitués de l'univers en fait. La théorie quantique a aboli la notion d'objet séparé et introduit l'idée de participant pour remplacer celle d'observateur. Il est désormais nécessaire d'inclure la conscience humaine dans la description scientifique du monde. C'est une formulation stupide puisque on ne peut pas inclure la conscience vu que c'est la conscience qui inclut. Mais cependant, ce qui est à faire, oui, c'est de prendre en compte l'état de conscience du chercheur dans sa recherche, dans son expérience. Ça, oui. Abellio, lui, ne s'y était pas trompé, et ce n'est en toute rigueur que l'exacte et nécessaire corrélation scientifique de la révolution épistémologique réalisée en philosophie, cette fois, et à la même époque, au début du XXe siècle, par la phénoménologie transcendantale de Husserl. Nous voici alors parvenus au point où l'on ne peut séparer la théorie du théoricien. Toute démarche de recherche ou de philosophie ou de science authentique et sérieuse est aussi une praxis. Le théoricien est aussitôt, maintenant, désormais, un praticien. Sans quoi, il n'y a pas de recherche digne de ce nom. Il n'y a que du divertissement ou de la mystique. Ça, c'est une vérité traditionnelle, pour le coup, que seuls les modernes auront pu ignorer à ce point-là, mais qui a potentiel ésotérique et initiatique. À savoir que toute recherche digne de ce nom, de connaissance, engage et implique l'individu, mais en totalité, esprit, âme et corps. Ça, c'est de la gnose. Qu'il le veuille ou non, le chercheur est impliqué dans sa recherche. Autant s'y faire, mais il appartient effectivement aux scientifiques. Si tant est que ça ait encore une utilité quelconque, mais il appartient aux scientifiques de reconnaître et d'assumer ce constat, que le sujet fait partie de l'expérience au même titre que l'objet de l'expérience. Et à ce stade de l'involution de l'Occident, face aux défis globaux et décisifs qui nous sollicitent maintenant, la démarche scientifique explicative doit être intériorisée, expérimentée et intégrée à titre individuel. Il n'existe plus de solution générale à ces problèmes, disait Abellio, mais seulement des solutions vécues, personnelles et universelles comme l'homme intérieur lui-même. L'homme intérieur, c'est-à-dire l'individu qui se reconnaît, d'accord, identique, égal et solidaire de tous les autres individus de l'espèce et même de la planète dans les autres règnes du vivant, le minéral, le végétal et l'animal. Ainsi, la boucle est bouclée. Le physicien donc Bernard d'Espagna en 79 avait publié À la recherche du réel, qui était un essai de philosophie scientifique assez laborieux, avec quelques bonnes tentatives, où tu sentais bien que l'auteur crève d'envie de reconnaître que oui, les photons, les électrons, tous les atomes, tout ça c'est conscient, c'est intelligent, mais il a pas osé le faire, alors qu'à la même époque tu avais Jean-Émile Charron qui disait clairement la même chose, donc ça aussi c'est intéressant à prendre en compte. Cependant, donc dans ce livre il nous raconte une anecdote édifiante elle aussi, une discussion entre scientifiques sur ce qu'est la matière. Alors d'abord, un vieux chimiste répond la chose est simple, la matière demeure et la forme se perd. Bon, donc c'est l'énergie. Donc tu réponds ça, tu réponds rien, c'est pareil. Ça s'appelle botter en touche. Ensuite, un physicien des particules élémentaires mentionne le défaut de masse. Merde, il n'y a plus de masse, comment on fait?
Puis la découverte des antiparticules. Donc pour sauver l'idée de conservation, il proposa d'appeler matière le nombre des baryons moins le nombre des antibaryons, ou le tiers du nombre de quarks diminué de celui des antiquarks. Avant même qu'il n'ait fini ces termes, un de ses collègues intervint, et au nombre en question, celui-ci demandait qu'on ajoutât celui des leptons diminué du nombre des antileptons. Ils se mirent d'accord tous les deux en reconnaissant que le choix entre ces formules et entre d'autres similaires était arbitraire. Donc c'est déjà bien de reconnaître que c'est arbitraire, hein, que donc les mecs se foutent de la gueule du monde. Mais la chute est quand même à la hauteur, et quelqu'un donc ayant dit le nombre est donc idée des choses. Le nombre est idée des choses. Les deux compères s'éclipsèrent aussitôt avec discrétion, craignant fort de passer pour des platoniciens. Donc voilà toute la stupidité, la lâcheté, l'hypocrisie de la science moderne résumée en une anecdote. Alors ils auraient dû assumer pour le coup de passer pour des platoniciens, et ils auraient eu raison. Mais pour cela, disait Abellio, il faut admettre que l'esprit est toujours originaire et que la matière sort de l'esprit et non l'inverse. Aujourd'hui, seul Roger Penrose, le grand mathématicien et physicien anglais, ose aller jusque-là, le domaine infinitésimal de l'échelle de Planck, le point zéro, donc ça aussi c'est stupide parce que si c'est un point c'est l'unité, c'est pas le zéro, c'est la nullité, donc il faut faire un choix. Mais donc le fameux vide quantique relève du domaine informel et spirituel des idées platoniciennes, c'est-à-dire des principes spirituels et métaphysiques. Oui, mais non. Affirmation considérable, constata Abellio, avant de rectifier aussitôt. Les êtres qui apparaissent dans les hautes théories mathématiques actuelles sont-ils des idées au sens platonicien? Non. Ils en sont la rigoureuse inversion, mais ce simple fait en soi est peut-être le plus grand des signes des temps. Le physicien allemand Hans-Peter Dürr, dans Quo Vadis Quantum Physics, précise que en physique quantique, effectivement, il n'y a pas de chose, il n'y a en gros que de la connexion, du réseau, du lien. Les éléments ne sont pas de véritables particules ni des champs classiques, mais simplement des éléments de connexion que nous devrions appeler Wirks ou Haps. Alors, Wirk, c'est même l'allemand Wirklichkeit, la réalité, Wirklich, réel, et le mot Haps vient de l'anglais to happen, se produire, se passer, arriver. Wirks et Haps servent donc à désigner tout ce qui se manifeste, tout événement et tout phénomène. Là encore, la langue des oiseaux fait merveille. Wirk s'approche de work, le verbe anglais qui veut dire travailler, mais aussi qui désigne l'action créative et productive. Quant à Hap, il se retrouve dans Happy. En outre, et ainsi, Wirklichkeit, l'actionnalité n'est plus la réalité, mais plutôt la potentialité, une capacité à se manifester soi-même. Alors là encore, attention aux abus de sens et aux confusions de niveau, la potentialité, ce n'est pas la réalité. Puis entre les deux, tu as la virtualité. Et puis pour mettre en œuvre l'action pour le coup, et l'intention et la circulation entre les trois niveaux, il y a des conditions à remplir. Des conditions qui sont de l'ordre de la rectitude et de la cohérence. Bon, toujours est-il que la possibilité pure et infinie, l'intentionnalité, d'accord, donc là qu'il y a une intention, on ne sait pas d'où elle vient mais elle est là, et la capacité d'auto-engendrement ou d'auto-manifestation, ce sont là des attributs ou des qualités que l'on retrouve dans le vide quantique ou dans le champ à l'échelle de Planck, et puis qui sont les attributs et les qualités que la tradition reconnaît au domaine spirituel, informel et métaphysique. Toute vie, rappelait Abellio, avant d'avoir un sens et potentialité de sens. Toute vie avant d'avoir un sens et potentialité de sens. De même en physique quantique, la réalité avant d'être, dans un certain sens, elle procède, résulte et provient d'une infinité de réalités différentes et de sens possibles. Et c'est nous, l'agent de la manifestation de ces choix, du possible au réel. L'analogie inverse. De même que le savant découvre l'essence une derrière l'existence multiple, mais en partant du bas, et de même il invertit l'idée platonicienne en mode analytique et non synthétique. Le niveau quantitatif, atteint par le calcul mathématique à l'échelle de Planck, en arrive à prendre des allures de principe, ne serait-ce qu'en termes cosmologiques, où l'on voit se conjoindre le fiat lux biblique et le Big Bang scientifique. Mais se conjoindre au niveau des valeurs, effectivement, de la durée et du temps de Planck, qui forment, si on les additionne, une valeur qui a aussi un sens dans la Kabbale. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont arrêtés à ces valeurs numériques-là. Et ce qui permet de dire que, effectivement, si le Fiat Lux et le Big Bang se rejoignent et convergent, ce n'est vrai que jusqu'à un certain point, au-delà duquel ce n'est plus vrai.
Bon, cependant, cela implique aussi, disait Abellio, que la haute théorie mathématique exprime aujourd'hui la plus grande aspiration vers la synthèse par le moyen de la plus grande différenciation analytique. Donc ça aussi, hein, c'est significatif de la tendance luciférienne de l'Occident, de la science moderne, s'enfoncer dans la répétition et la multiplicité sans fin, en croyant trouver l'ultime et insécable unité de matière et parcelle de réalité, qui n'existe pas. La science moderne, disait Abellio, ainsi, n'aboutit à l'infiniment grand qu'en passant par l'infiniment petit. Elle ne trouve l'essence qu'en fractionnant et en éparpillant sans relâche l'existence. Toute notre dynamique psychique et notre vocation luciférienne se trouvent là, condensées. L'Occident n'approche de la vérité que par la répétition sans cesse renouvelée à tout le degré qu'il est possible de l'erreur, et il ne trouve la clarté que par l'expérience de la confusion. Et il ne trouve la voie droite qu'en explorant toutes les déviations et les circonvolutions. Il ne trouve la sortie qu'en se heurtant à toutes les impasses. Il découvre la réalité après avoir épuisé toute illusion, et il y a quelque chose de minutieux, de consciencieux dans l'expression scientifique et philosophique de cet élan luciférien qui s'en est allé porter la lumière au cœur des ténèbres pour nous en révéler le sens. Encore faut-il daigner le reconnaître, ce sens. Hans Peter Dur avait résumé la question en disant, polluant, hein, que la tourmente, le trouble que nous rencontrons en physique quantique et les difficultés que nous avons encore à comprendre la plupart de ces caractéristiques, c'est-à-dire dans le cadre du modèle standard, vaste connerie, ont de bonnes chances de provenir de notre hésitation à prendre les principes quantiques vraiment au sérieux. Non mais tu veux ou tu veux pas. Il est temps pour le coup de les prendre au sérieux, les caractéristiques de la physique quantique, et de réaliser aussi au passage l'étonnante équivalence, en mode analogique inversé, constatée par le calcul moderne entre les plus infimes états quantiques et les plus hauts principes spirituels, ceux qui régissent le cosmos. Mais comme le sait bien, comme l'a déjà bien compris, bien avant nous, ce bon aigle blanc, quand il nous signale que là le trou noir qui est devant nous, soit on passe dedans, on s'y dissout, on y disparaît, soit on en profite pour se rincer un peu, se rafraîchir un peu les idées, se secouer un peu les puces, et puis ressortir par la fontaine blanche dans un autre état de conscience et pour une autre modalité d'être. Voilà une réalité que pas grand monde chez nous n'a intégré ni reconnu et affirmé, aussi bien que ne l'a fait Abellio, réalité dont les anglo-saxons se sont aussi un peu emparés entre-temps pour faire leur chou gras avec le business New Age, c'est-à-dire en utilisant ces réalités-là, mais de manière naïve, triviale, vulgaire et abusive. Et ainsi, donc voilà, le New Age, il a bien illustré donc le côté positif, rédempteur, élévateur de la dynamique luciférienne, qui anime aussi la religiosité occidentale actuelle, mais de manière compensatoire, puisque le New Age, à travers donc le courant du mysticisme quantique, inauguré par le Tao de la physique de Capra en 75, essaye de reprendre, essaye de comprendre et d'assumer, mais n'y arrive pas, les implications, les conséquences épistémologiques et herméneutiques des principes d'incertitude et d'intrication quantique, que les universitaires, dans le même temps, persistent à ignorer. Donc la tendance idéaliste et spiritualiste ainsi manifestée par le New Age compense la tendance réaliste et matérialiste manifestée par la science officielle. Et le naïf et puéril enthousiasme du New Age compense la frigide et sénile raideur des universitaires, mais ce ne sont que deux attitudes opposées qui traduisent de manière complémentaire la même stupéfaction devant la prise de conscience, qui a l'air de faire un peu peur à certains, d'une interdépendance essentielle et universelle. Mise en évidence par les physiciens au début du XXe siècle, il y a quand même plus d'un siècle. Alors il est vrai que devant ce genre de bouleversante évidence, on peut avoir le choix entre évidemment l'adhésion passionnelle et l'extrapolation abusive côté New Age, ça explique tout, super, et puis la politique de l'autruche côté scientifique, genre non, ça sert à rien, on s'en fout. Bien, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux à la fois. Dans les deux cas, l'aveuglement est le même, appliqué à deux aspects différents de la même réalité. Donc dans le premier cas, le New Age à l'anglo-saxonne, on ferme les yeux sur les conditions drastiques à réunir pour intégrer ou actualiser le potentiel transcendant qu'il y a dans les implications de la physique quantique. Dans l'autre cas, on s'aveugle en refusant, avec une hypocrisie qui dissimule mal un certain malaise, en refusant d'admettre la moindre des conséquences pourtant issues de la plus rigoureuse expérimentation scientifique. Et puis validée par Einstein, Hugh Everett, Alain Aspect, si tu veux, bon. Les scientifiques ont mis le paquet sur les conditions pratiques de leur expérimentation. Tu vois, le CERN, c'est du délire. Mais n'ont rien compris aux conséquences qui en résultent. Tandis que le New Age, lui, se focalise sur ces conséquences en ignorant les conditions à réunir pour qu'elles puissent avoir un tant soit peu de sens et d'effet en termes de sens et de compréhension. Dans le premier cas, on cherche un résultat matériel, l'unité insécable ultime de matière, qui n'existe pas. Et dans le second, on cherche un résultat spirituel, l'unité de l'être, corps, âme, esprit, univers. Les résultats du premier cas confirment à leur corps défendant la démarche du second cas, de même que les résultats du second cas confirment malgré eux ceux du premier cas.
La symétrie inverse est donc totale entre l'approche stérile et périmée de la science académique et l'approche foutraque et infantile du New Age. En outre, les résultats des scientifiques, comme ceux des New Age, sont du même ordre, psychique, c'est-à-dire mental, sentimental, même pas rationnel, infrarationnel, alors que nos objectifs respectifs sont à l'opposé, matériel pour les premiers, spirituel pour les seconds. En négatif, le New Age s'imagine que le principe d'intrication va permettre à tout le monde de réaliser ses vœux les plus chers. Comme d'hab, je le veux, je le vaux bien, c'est comme ça, c'est maintenant. Ce culte de l'instantané, propre au délire infantile, mais sénile aussi un peu de l'Occident actuel et finissant. En soi, c'est vrai, mais enfin, dans la réalité qui est la nôtre, loi d'attraction, loi d'intention, co-création, pensée positive, ça ne marche pas sans que de draconiennes conditions soient remplies. Et sur la nature de ces conditions et l'art et la manière de les remplir, le New Age est beaucoup plus discret, ce qui ne lui permet pas de sortir de la comédie des vœux pieux et des vaines promesses. Ces conditions, j'ai déjà dit de quoi il s'agissait, cohérence et rectitude. Une cohérence entre pensée, parole, action. Donc plus rares sont ceux qui, dans le New Age ou ailleurs, ont réalisé l'ampleur et l'intensité de la convergence et de la réunion ainsi accomplie entre la science moderne et la spiritualité traditionnelle. Il y a là en potentiel une valeur de choc et une force de conversion fondatrice et décisive d'un point de vue non plus seulement philosophique et scientifique et ontologique, mais aussi gnostique, métaphysique, initiatique. En effet, c'est par un maximum de descente, disait Abellio, que devient corrélativement possible un maximum de montée. L'épreuve à franchir est de taille. Mettre en question, critique ultime et transmuter les bases mêmes de la science et de toute approche de la connaissance en général. Mettre en question, critique ultime et transmuter tout ce bordel. Ce n'est pas gagné, nous avons beau savoir, comme disait Capra, que les postulats du physicien classique sont inopérants au niveau atomique, cependant nous devons les utiliser pour décrire nos expériences et en décrire les résultats. Impressionnante connerie du conformisme universitaire, qui est surtout un cruel manque de courage. Tu veux ou tu veux pas ? Ça ne marche pas et ça ne sert à rien, mais on va continuer quand même. Alors Capra a quand même justifié ainsi l'attitude fondamentale de la science moderne, à savoir que tous ces concepts et ces théories sont approximatifs. Ainsi, la théorie quantique ne peut-elle parler que de probabilité, c'est-à-dire de tendance à exister en ce qui concerne les quantas, et de tendance à survenir en ce qui concerne les événements, les haps du monde classique. Ces deux sortes de tendances n'étant elles-mêmes que des variations locales sur un même thème global, qu'il s'agit, espèce de con, d'apprendre à maîtriser plutôt que de continuer à le subir, en faisant semblant de n'y rien comprendre et en se cachant, en dissimulant sa débâcle derrière des abus de langage, des termes inappropriés, des confusions de sens et des conneries sémantiques, mais indignes d'un enfant de 7 ans, quoi, tu vois. Et genre là, on en est là, quoi. Ça, c'est clair. Capra, pas démonté pourtant par cet aveu d'échec, enfonçait le clou en disant qu'il n'y a aucune façon d'échapper à ce paradoxe. S'il y en a une, pauvre con, mais il est vrai qu'elle peut s'avérer un peu trop raide et radicale en termes de mise en cause individuelle, parce que c'est que de ça qu'il s'agit, de laisser tomber les petits conforts et les petites rassurances émotionnelles, mentales, morales, et puis pseudo-scientifiques et pseudo-intellectuelles, pour se colter, s'affronter un petit peu à la réalité telle qu'elle est pour de bon, tiens. C'est l'apocalypse, c'est maintenant, quoi. On n'en finira pourtant pas autrement avec les erreurs et les incohérences de la mentalité occidentale. Transmuter la chute involutive en saut évolutif. Tout cela relève en effet au fond de la mission ultime et suprême de l'Occident. D'accord ? Si t'en veux un peu plus, c'est expliqué là-dedans. Mener à son terme la descente involutive de notre cycle de manifestation, y compris au terme de toutes les souffrances et toutes les horreurs, les errances et les erreurs que nous avons commises. C'est aussi nécessaire que légitime, jusque y compris au point de vue traditionnel. C'est la vocation luciférienne de l'Occident, totalement ignorée par Guénon, mais reconnue et assumée par Abellio. Et cette vocation a même valeur initiatique pour l'Occident et les Occidentaux d'aujourd'hui, puisque la tendance luciférienne équivaut et correspond à l'œuvre au blanc alchimique, qui est l'étape de la rédemption. Abellio l'a bien expliqué, montrant combien tradition et modernité se rejoignaient et conférant du même coup sa légitimité au New Age dans sa part positive avec 20 ans d'avance. Mais c'est la surabondance de la grâce qui accompagne toute époque diluvienne, désigne le phénomène eschatologique et cosmique actuel d'irradiation de la lumière spirituelle, émanation fractale et quantique de l'esprit par le point central de l'être dans 7 plans, universel, galactique, stellaire, planétaire, humain, cellulaire et atomique. Cet événement correspond au déluge de feu, le feu du ciel apocalyptique, et il a vocation à rappeler et révéler à chacune et chacun d'entre nous la vérité de qui nous sommes, afin de permettre à qui le veut de réaliser le retour du Christ.
le Messie, le Mahdi, le Bouddha Maitreya, et ainsi de suite. Si Guénon l'a ignoré, c'était trop tôt pour lui, c'était pas le moment. Abellio l'a compris, nous l'a transmis ainsi, à l'avènement du Fils de l'homme, qu'on l'appelle seconde naissance, l'éveil, saut de conscience, est ici et maintenant à réaliser par qui le veut. Bienvenue dans l'Apocalypse, bienvenue dans un autre monde.